Bonjour, professeur Bonary. Je tiens d'abord à vous remercier au nom de l'association Esperanza du fait que votre fondation aide l'association et notamment en finançant les groupes d'entraînement aux habiletés sociales. À cette occasion-là, nous avons reçu à Brest et donc vous avez répondu aux questions d'adhérents ou de non-adhérents de l'association. Et donc cette interview est un peu l'occasion de revenir sur les sujets que nous avons abordé à cette occasion-là. Donc, je vais d'abord vous demander quel a été votre parcours de vie, votre parcours professionnel. Oui, merci. C'était un plaisir de venir à Brest et de vous rencontrer. Moi, je suis né au Caire en Égypte et j'ai dû quitter l'Égypte à l'âge de 13 ans. Je me suis retrouvé en Israël où j'ai suivi le parcours scolaire habituel, école secondaire, université, etc. J'ai fait ma licence et ma maîtrise en Israël et puis j'ai voulu travailler sur le cerveau, sur les mécanismes de la mémoire notamment. Et j'ai donc décidé d'aller faire une thèse de doctorat à Paris, sous la direction de Alfred Fessard et Alp Fessard. Et donc, j'ai travaillé sur les mécanismes de la mémoire à Paris. Euh, et ça a marché bien, j'ai passé ma thèse. Après ma thèse, j'ai fait un certain nombre de stages postdoctoraux, en Grande-Bretagne et au Canada surtout, et aux États-Unis aussi. Et quand je suis revenu, je dirigeais une équipe, d'abord au CNRS. J'étais recruté d'abord au CNRS en 1968. Et je travaillais d'abord au CNRS, notamment sur les épilepsies, sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé, beaucoup contribué à comprendre les mécanismes de l'épilepsie. Et le point commun entre tous ces travaux, c'est la partie électrique. Je m'intéresse à comment les neurones génèrent une activité électrique et comment cette activité électrique change dans des processus musiques ou dans des situations pathologiques comme l'épilepsie. J'ai ensuite été nommé à la direction de la recherche à Cochin sur une maternité de Port-Royal. Et donc, travaillant dans une maternité, j'ai voulu faire ce qui n'avait jamais été fait auparavant, c'est-à-dire essayer de comprendre un peu sur le plan électrique comment le cerveau se développe, quelles sont les activités électriques au cours du développement. Évidemment, chez un modèle animal, la souris, pas chez l'homme. Et j'ai fait des découvertes majeures sur l'activité électrique du cerveau immature. Ensuite, j'ai migré à Marseille pour construire un superbe institut qui est l'Institut de neurobiologie de la Méditerranée, que j'ai entièrement dessiné, inventé avec un architecte prestigieux et qui jusqu'à maintenant est un peu le bateau phare de l'INSERM en neurosciences. Et quand je suis passé à la tête, j'ai dû le quitter et je suis passé à l'autre versant, qui est le versant plus traitement thérapeutique de maladies. Et c'est là où je me retrouve à travailler sur l'autisme depuis une dizaine d'années. Alors, vous défendez vous avez inventé le concept de neuroarchéologie. Pouvez-vous expliquer de quoi il s'agit? Alors l'idée est la suivante, c'est que le cerveau immature n'est pas un petit cerveau adulte. Il a ses propres règles. Pratiquement tous les processus qui se passent in utero diffèrent de l'adulte. Et les courants électriques, la biochimie, la biologie moléculaire, etc. Et du coup, je me suis dit, si j'ai proposé que l'activité électrique immature sert à contrôler, à valider le processus de construction du cerveau. Du coup, si jamais il y a un événement pathologique qui intervient, il peut être génétique, mais il peut aussi être environnemental, pesticides, pollution, stress, alcool, tabac, etc. Ça va modifier la construction du cerveau. Et j'ai proposé que ça se traduit par des neurones qui restent immatures. Et ces réseaux qui restent immatures génèrent une activité qui perturbe le fonctionnement normal du cerveau. Et ce sont elles qui sont la cause de la pathologie. Donc il y a dans le cerveau, pathologique, disons, il y a des réseaux de neurones qui marchent de façon aberrante parce qu'ils sont immatures. Et c'est elles qu'il faut cibler. Ça a deux conséquences. La première, c'est que s'attaquer sur le plan thérapeutique à la cause initiale de la pathologie est un non-sens, puisqu'on s'en fiche. Ce qui est important, c'est les conséquences de l'événement pathologique et pas, la cause initiale. Et la deuxième, c'est que des médicaments qui vont bloquer l'activité de ces réseaux immatures sont parfaitement adéquats pour traiter la maladie. C'est ça le concept de neurologie, c'est qu'il faut travailler sur la maternité, entre parenthèses, énormément de syndromes naissent, évidemment, il n'y a pas que l'autisme, et donc, essayer de comprendre comment le cerveau est modifié et essayer de développer des médicaments qui bloquent les activités immatures dans un cerveau adulte qui a un syndrome pathologique, comme par exemple l'autisme. Mais pas que. Hein. C'est vrai pour les épilepsies, c'est vrai pour une dizaine d'autres maladies. Professeur, vous avez écrit et publié le livre Les 1000 premiers jours. Il vient d'être réédité en poche aux éditions Alpha Human 6.
Donc, pouvez-vous expliquer quels sont les thèmes de ce livre? Alors, ce livre est un peu spécial parce qu'on m'a demandé, les éditeurs m'ont demandé de raconter en même temps les grands épisodes de ma vie, qui étaient un peu compliqués parce que j'ai vécu des guerres, enfin bref, je ne vais pas revenir là-dessus, et le mélange de cultures, j'ai toute une série de cultures dans ma tête. Et donc, ils ont voulu que j'attache à ceci les événements, les découvertes marquantes que j'ai pu faire au cours de ma carrière. Et je trouvais que ça, au début, je pensais que c'était farfelu, parce qu'un scientifique ne dépend pas de sa vie personnelle, des découvertes qu'il fait. Mais en fait, s'il y a un lien quelque part. Et ce livre raconte toute la période qui m'a passionné depuis maintenant 30 ans, à savoir la maturation du cerveau pendant ce qu'on appelle les 1000 premiers jours, qui vont de la conception jusqu'à la fin de la deuxième année à peu près. Cette période est une période de grand chamboulement, dans laquelle il y a un nombre de processus qui se passent, qui ne vont pas forcément se passer par la suite, et qui laissent des traces à long terme. Il y a énormément de choses qui, quand elles sont impactées très tôt, ont des conséquences à long terme, notamment les maladies neurologiques et psychiatriques. La majorité d'entre elles naissent pendant cette période-là. Elles ont pour origine cette période-là. Et donc, il est essentiel de comprendre qu'est-ce qui se passe pendant ces 1000 premiers jours si on veut comprendre et traiter pratiquement la majorité des maladies neurologiques et psychiatriques. Donc, ça parle de ça, les 1000 premiers jours, comment le cerveau se développe, comment il est dévié de sa trajectoire en cas d'événement pathologique précoce in utero ou après la naissance. Donc, je me demandais par ailleurs, enfin, c'est quand même une petite idée, comment vous êtes tombé dans l'autisme, si on peut dire? Alors, au début, je ne pensais pas travailler sur l'autisme. Comme je l'ai dit, j'étais expert d'une structure du cerveau qui s'appelle l'amygdale, une autre qui s'appelle l'hippocampe, qui sont des structures extrêmement épileptogènes, mais qui sont aussi impliquées dans le phénomène de la mémoire. Elles jouent un rôle très important dans la mémoire, l'hippocampe et l'amygdale. Et puis, la science se fait au hasard des rencontres. Au cours d'un topo que j'ai donné à des parents d'enfants autistes dans une association qui s'appelle l'ARAPI, j'ai expliqué ce que j'avais découvert, notamment que les neurones jeunes diffèrent des neurones adultes. Et une de ces propriétés qui les différencie, c'est que les neurones jeunes ont beaucoup de chlore à l'intérieur, ce qui modifie totalement leur activité, alors que les neurones adultes ont très peu de chlore à l'intérieur. Et j'ai expliqué que ça, c'était un phénomène, cette baisse de chlore au cours du développement, qui avait été respecté au cours de l'évolution. Alors, on observe chez toutes les espèces animales, allant du poisson, l'oiseau, les grenouilles jusqu'à l'homme, le singe à l'homme. Donc, c'est une propriété qui a été respectée au cours de l'évolution, qui a une fonction importante. Et j'ai expliqué que dans différentes pathologies, on retrouve chez l'adulte des neurones qui sont, entre guillemets, immatures, c'est-à-dire qu'ils ont des propriétés électriques immatures. Du coup, un de mes collègues, un pédopsychiatre du nom d'Éric Lemonnier, est venu me voir et m'a dit, si ton hypothèse est bonne, on devrait pouvoir traiter les enfants autistes en leur donnant un produit qui réduit le taux de chlore dans le cerveau. Et ce produit, on le connaît depuis 40 ans. C'est un produit générique qui s'appelle le Burinex, qui a été découvert par Roche pour traiter l'hypertension. Il est générique actuellement, il est toujours sur le marché pour traiter l'hypertension et l'œdème cérébral. Et une de ses propriétés, c'est qu'il est extrêmement spécifique pour bloquer le principal importateur de chlore dans le cerveau qui s'appelle NKCCA. Il est extrêmement spécifique de ce transporteur. Et on a montré chez l'animal, moi et beaucoup d'autres, que quand on le met, le taux de chlore baisse et les crises d'épilepsie, par exemple, sont réduites. Pour les mêmes raisons, parce que le taux de chlore baisse. Du coup, j'ai commencé à travailler dans mon domaine, c'est-à-dire les modèles animaux de souris pour montrer que ça marche. Et Eric, de son côté, a commencé à traiter des patients. Il a traité d'abord 5 patients, puis en double aveugle randomisé, toujours à Brest, une soixantaine de patients placebo traités. J'ai repris les choses en main avec l'entreprise que j'avais créée entre-temps. On a fait une phase, un essai clinique phase 2B. C'est compliqué parce que là, il y a un échelon externe qui s'appelle le CRO, qui contrôle tout. Moi, j'ai accès à rien. Et on a refait l'essai sur, je ne sais plus, 85 patients autistes et à peu près 200 pas autistes. On a comparé placebo traité de 3 à 11 ans et on a montré que ça marchait. Il y avait une différence significative entre traité et pas traité. Entre parenthèses, cet essai coûte très cher parce que le CRO, ça coûte cher, c'est pas donné un essai avec un CRO. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on s'est dit on devrait passer à la phase 3. Vous savez qu'une phase 3, c'est la phase finale, dans laquelle vous avez beaucoup de centres, beaucoup de patients. Et si ça marche, vous produisez sur le marché. Et là, vous pourrez enfin commencer à récupérer des sous, parce qu'entre-temps, ça coûtait très cher. Une phase 3 coûte entre 30, 40, 50, 60 millions. Évidemment, il fallait trouver une pharma, parce que moi, je n'ai pas les moyens de le faire. On a trouvé une pharma française qui a accepté de le faire au vu de la phase 2B.
Elle a donc fait une phase 3 finale dans 40 centres en Australie, au Brésil, aux États-Unis et en Europe. 420 enfants recrutés, de 2 à 7 ans et de 7 à 18 ans, toute la période pédiatrique, c'est ce que voulaient les autorités européennes. Et malheureusement, après 2 ans de temps que ça a duré, il s'est avéré qu'il n'y avait pas de différence significative entre les placebos et les traités. Ce qui était d'abord très décevant, parce que ça veut dire qu'on n'aura pas de moyens de continuer ce travail financier. Mais ensuite, c'était un peu étonnant parce que la phase 2 que nous avons faite, non seulement nous l'avons faite, mais ça a été validé en Hollande, en Angleterre, en Chine, et des tas d'essais pilotes effectués dans d'autres pays qui montrent que ça marche. Et la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que les phases 3 échouent toujours quand on fait des maladies aussi, des syndromes aussi hétérogènes que l'autisme? La réponse, c'est que pour des syndromes extrêmement hétérogènes, les critères d'inclusion sont extrêmement importants. Quand on fait une phase 2B ou A, on recrute des patients qu'on connaît, qu'on a suivis depuis quelque temps, et on connaît bien leur syndrome, la sévérité, etc. Donc, toute modification sera nettement visible tout de suite par le pédopsie qui connaît le patient. Par contre, dans la phase 3, c'est un peu du tout venant. Chaque centre doit recruter, disons, 10 patients, mais il va recruter 10 qu'il ne connaissait pas auparavant, le plus souvent, qu'il va inclure pour la première fois, alors que beaucoup de centres n'avaient pas d'expérience d'inclusion de ces cliniques, ce qui fausse un peu le problème. Et donc, la question qui se pose, c'est imaginons que vous avez un produit qui traite, qui atténue 30% des patients, par exemple, est-ce qu'il faut le mettre à la poubelle parce qu'il n'arrive pas à traiter 51% des patients, ce que exigent les autorités européennes? Moi, je trouve qu'éthiquement, ça se discute. La question, c'est comment est-ce qu'on résout ça? Et maintenant, les boîtes pharmaceutiques qui ont mis des dizaines de milliards sur le cerveau et qui n'ont, le plus souvent, il faut dire les choses comme elles sont, il n'y a aucun traitement nouveau d'aucune maladie neurologique et psychiatrique depuis des lustres. Dans les domaines de l'épilepsie, on prend les mêmes, que l'on modifie un tout petit peu, on les rend plus agréables, plus effets à long terme, etc. Mais il n'y a pas vraiment de médicaments nouveaux. L'explication, c'est que le cerveau, c'est compliqué d'une part, et d'autre part, que le cerveau réagit à tout événement pathologique et se modifie. Il n'est pas statique, ce n'est pas un foie, ce n'est pas un cœur, ce n'est pas une vésicule biliaire. Et ça, c'est un facteur crucial dont il faut tenir compte. Alors, ce que les pharma font maintenant de plus en plus, c'est de centrer leur essai clinique sur une identification des répondeurs. C'est-à-dire qu'en fait, on fait un essai plus restreint. On identifie quels sont les enfants qui répondent au traitement, quels sont les critères biologiques qui permettent de les identifier. Et on va faire un essai phase 3 sur ces enfants-là, de façon à dire le produit sera efficace chez les enfants qui ont telle ou telle propriété. Et c'est ce qu'ont fait les Hollandais, par exemple. Ils ont montré qu'à partir de l'EEG, électroencéphalogramme, on peut identifier les enfants répondeurs à la bimétalline. Du coup, en mesurant l'EEG, c'est un exemple, on pourrait identifier les enfants qui vont répondre à la bimétalline. Les Chinois et les Anglais, eux, ont fait la même chose, mais se basant sur une inflammation. Il y a une inflammation dans le sang, il y a plus de tel ou tel marqueur d'inflammation sanguine, et eux répondent mieux que ceux qui n'ont pas cette inflammation. Ça veut dire qu'on devrait pouvoir séparer répondeurs de non-répondeurs. C'est ce que je suis en train d'essayer de faire, mais bon, c'est compliqué. Essayer d'identifier quels sont les répondeurs, et peut-être qu'à ce moment-là, il y aura une issue. Peut-être que les autorités accepteront de revoir leur position, mais ce n'est pas sûr du tout. Est-ce que ces sous-types que vous essayez de déterminer pourraient correspondre aux différentes aux catégories du DSM-4 pour l'autisme? Alors moi, je ne suis pas pédopsychiatre, le DSM-4, ce n'est pas mon truc. Ce que je sais, c'est que les critères de DSM-4, puis bientôt DSM-5, sont modifiés au cours de la compréhension que nous avons. Moi, je sais une chose, c'est que tous les essais de caractériser les maladies ou les syndromes uniquement à partir de la génétique, de la mutation, ne marchent pas. Ça ne suffit pas. Pour l'autisme, c'est tellement hétérogène, on a à peu près 600 mutations. Et là, ils ont fini par le reconnaître qu'il n'y a pas de mutation spécifique de l'autisme, alors qu'ils n'arrêtent pas de nous dire que c'est une maladie génétique. Tout simplement parce qu'on ne peut pas séparer génétique d'environnement et que la génétique ne donne jamais qu'une sensibilité qui va ou pas se manifester en fonction des critères de la vie. Donc, moi, je pense, et d'ailleurs les Hollandais proposent, et pas que les Hollandais, que les répondeurs à la bumétanide, imaginons que nous ayons 30% de répondeurs à la bumétanide qui répondent au traitement. Ça veut dire qu'il y a 30% d'enfants qui ont telle propriété dans le cerveau ou ailleurs qui répondent à ce traitement. Ce qui veut dire que là, il suffira de voir
quels phénotypes correspondent. Par exemple, est-ce qu'ils ont plus d'agitation, est-ce qu'ils ont plus de difficulté à avoir le regard, ce que vous voulez. Et c'est à partir de ça que peut-être un jour, on va dire, voilà, l'autisme se compose de X catégories, dont une, ceux qui ont telle ou telle propriété, identifiable par le fait qu'ils répondent à la bumétanide, qui est un des sous-types. C'est pas impossible du tout. Ça permettrait de mettre un peu de biologie dans cette classification qui n'est que clinique. Elle est forcément un peu subjective. Est-ce que vous continuez des recherches sur l'épilepsie? Directement, non. Parce qu'il y a une limite à ce que l'on peut faire. Je travaille aussi sur le cancer, je travaille sur un tas d'autres choses. Notamment, je travaille sur quelque chose que j'ai raconté quand j'étais chez vous à Brest, qui est la prédiction de l'autisme dès la naissance, mais on va y revenir peut-être. Donc, je ne vais pas travailler sur l'épilepsie, mais il faut savoir que 30% des enfants autistes sont aussi épileptiques. Et les Hollandais ont fait un travail très joli, je trouve, qui a montré dans un modèle génétique d'autisme, qu'on appelle la tubérose de Bonneville, que les enfants qui sont donc autistes et épileptiques, quand on donne la bumétanide, on atténue les effets autisme sans atténuer les effets épilepsie. C'est-à-dire qu'ils sont tout autant épileptiques qu'avant, mais ils sont moins, entre guillemets, autistes qu'avant. Ce qui s'explique par des travaux que j'ai publiés, cette fois-ci chez la souris, où j'ai montré que la répétition des crises d'épilepsie chez une souris, dans des tranches de cerveau, sur des cerveaux, provoque une augmentation de chlore qu'à un moment donné, la bumétanide ne compense plus. Pourquoi? Parce qu'il y a tout le temps des crises qui augmentent le chlore, ça on le savait depuis longtemps, et ça, c'est plus compensé par la bumétanide. Ce qui veut dire qu'en fait, la bumétanide pourrait marcher sur l'épilepsie si celle-ci n'était pas trop fréquente et récurrente. Si elle le soit, ça ne marche pas, pour ces raisons-là. Donc, vous avez fait allusion aux travaux qui sont réalisés à Limoges avec l'intelligence artificielle. Donc, vous pouvez expliquer à quoi vous avez abouti. Alors, l'idée est la suivante. L'autisme naît pendant la grossesse et l'accouchement, en gros. Je me suis dit, si tel est le cas, peut-être qu'on pourrait identifier très tôt les bébés qui vont devenir autistes. Pourquoi c'est important? C'est parce que le plus tôt vous intervenez avec des méthodes psychoéducatives, le plus il y a des chances qu'elles marchent, ces approches. D'ailleurs, c'est une des priorités du plan autisme 4 et 5 et tout ce que vous voulez. Une identification précoce des bébés ou des enfants qui vont devenir autistes. On a donc fait la chose suivante. Le docteur Lemonnier a identifié des enfants autistes qu'il traitait, a donné les noms à l'obstétricien de la maternité CHU de Limoges, qui a pris les dossiers de maternité correspondants, qui a pris en même temps des dossiers de bébés nés dans les mêmes conditions, exactement dans la même maternité, mais qui n'étaient pas autistes. Et il a comparé, et il nous a envoyé les données, anonymisées évidemment. Et nous, à Marseille, avec deux big data analystes que j'avais embauchés pour cet effet, ils ont trituré les données de façon à avoir un programme qui, sans a priori, arrive à séparer les uns des autres. Donc, en fait, ils moulinent toutes les données. En France, les données de la maternité, ça peut aller jusqu'à 200 paramètres différents. Donc, il y en a beaucoup de paramètres. Ça mouline tout ça. Et à la fin, ça nous dit, voilà, je peux identifier à peu près 41% des bébés qui sont autistes le jour de la naissance. En fait, le deuxième jour après la naissance, parce que l'accouchement est très important, le deuxième jour après la naissance, et pratiquement 96% des bébés qui ne seront pas autistes. Donc, je peux savoir très tôt si un bébé sera ou pas autiste. Je précise que ceci n'est pas du tout prénatal, il n'y a aucun eugénisme derrière, impossible, parce que les critères sont après la naissance. Et je précise aussi que le but n'est pas de dire à la mère qui vient d'accoucher que son bébé sera autiste, ça serait peut-être un peu mal vu, encore que souvent les parents veulent savoir comment il y a des études qui montrent que les parents veulent savoir, par exemple, si leur bébé sera trisomique ou aura des problèmes d'audition, aura telle ou telle maladie. Et on fait des tests à la naissance. Il y a pratiquement 14 tests à la naissance qui sont remboursés par la Sécu. Et donc, l'idée, c'est que peut-être un jour, ça, le cas aussi pour l'autisme, le but n'est pas de l'annoncer tout de suite, le but est d'attendre, disons, 9 mois, quand il y a la PMI de 9 mois, par exemple. Si les parents s'aperçoivent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on revient en arrière, on pompe les informations et on les donne au pédopsie ou au médecin généraliste qui s'en occupe, de façon à ce qu'il y ait un critère biologique pour dire effectivement votre suspicion pourrait avoir une base biologique. Donc, ça vaut la peine d'approfondir. C'est ça le but. Le but n'est pas autre que celui-là. Et donc là, nous faisons une phase 2
c'est-à-dire 4 maternités dans la région Nouvelle-Aquitaine, recruter plusieurs centaines d'enfants autistes et pas autistes, refaire le même essai, de nouveau. J'espère arriver à 60% d'identification. Et la phase ultime, on pourrait l'appeler la phase 3, l'autorité de santé exige que nous fassions une approche a priori. C'est-à-dire, on récolte les données de maternité de milliers de femmes, on les laisse dormir dans l'ordinateur, on ne fait rien. Et quand une s'annonce comme étant autiste, on vérifie que nous l'avions prévu avec nos données. C'est ça le but. Donc, ça va prendre du temps, mais si on y arrive, la France sera le premier pays au monde à avoir, à l'aide d'une approche biologique, ça c'est de la biologie, c'est pas de la psychiatrie, si j'ose dire, un pronostic précoce des enfants ou des bébés qui vont devenir autistes. J'imagine que parmi les critères qui ont émergé, certains ne sont pas étonnants, mais est-ce qu'il y a aussi des critères qui apparaissent Oui, les critères. Alors, moi, j'ai exigé que l'examen se fasse sans a priori, parce que je pense que la science avance beaucoup plus quand il n'y a pas d'a priori, parce que, évidemment, les a priori, c'est les connaissances d'aujourd'hui, pas celles de demain. Donc, on a, avec tous les critères, il y a des critères qui sont quand même incompréhensibles. Et encore une fois, je précise que ces critères seuls ne suffisent pas à dire que le bébé sera autiste, parce que c'est un petit pourcentage des 100% qu'il nous faut pour l'identifier. Il y a des critères comme par exemple la position tête basse avant l'accouchement, pendant l'accouchement, qui a lieu plus tôt chez le bébé qui va devenir, le fœtus qui va devenir autiste que celui qui n'a pas devenu autiste, ou l'embryon qui va devenir autiste, il n'y a pas l'autre qui n'a pas devenu autiste, ou la taille de l'os du fémur, deuxième trimestre, j'ai aucune idée ce que ça veut dire. Non, mais il y a un critère qui lui est important. La plupart des embryons qui vont devenir autistes avant la naissance ont le périmètre crânien plus grand, je parle de du dernier mois pratiquement, juste avant l'accouchement. Ils ont un périmètre crânien plus grand que ceux qui ne vont pas devenir autistes. Et parmi eux, il y a 40% de futurs bébés autistes qui, déjà au deuxième trimestre, ont un périmètre crânien plus grand. Ça veut dire que le cerveau est plus grand quelque part et que le processus de construction du cerveau est modifié. C'est intéressant parce que les Américains ont montré que les bébés et les enfants autistes ont un cerveau plus grand jusqu'à l'adolescence que les bébés et les enfants qui ne sont pas autistes jusqu'à la fin de l'adolescence. Donc, il y a une espèce de logique là-dedans. En fait, je suis en train de dire, ça commence littéralement, mais ça, maintenant, on le sait de façon contraignante, et notamment sur la taille du cerveau qui a l'air d'être modifiée. Alors, je voulais revenir sur le problème des autorités de régulation. Donc, il y a des autorités de régulation au niveau européen, mais aussi aux États-Unis avec la FDA. Donc, quels sont les critères différents, enfin, s'il y a des critères différents pour les recherches? Alors, les anglo-saxons, comme on le sait, sont plus pragmatiques que les Français, qui sont un peu plus, les Européens, surtout les Français d'ailleurs, qui sont un peu plus, comment dirais-je, théoriques, conceptuels que pragmatiques. Et effectivement, quand on est allé à la FDA et qu'on leur a dit ce qu'on faisait, ils nous ont dit, vous savez, monsieur le professeur, nous n'avons pas de traitement des enfants autistes, comment est-ce qu'on peut vous aider? Ce qui est quand même une approche, je dirais, extrêmement agréable, parce que ça veut dire que nous parlons du fond et pas de la forme. Le MA est plus sur la forme. C'est très compliqué, le MA. Il faut envoyer 27 dossiers, c'est gradé par 27 experts différents, même 30 en fait. Et les réponses sont souvent de type administratif. Ça, c'est le côté négatif. Le côté positif, c'est qu'en Europe, une molécule générique comme la bumétanide, si elle est donnée à un syndrome pédiatrique comme l'autisme, elle est protégée pendant 10 ans. Ça veut dire que la bumétanide, en Europe, s'il était sur le marché, le médecin ne pourrait pas donner le générique qui coûte 15 € par mois à la pharmacie. Il devait prendre mon produit, entre guillemets. Ce qui explique pourquoi les pharmacies sont intéressés en Europe. Par contre, aux États-Unis, c'est seulement 3 ans et demi. Ce qui fait que les pharmacies ne sont pas très intéressés. Donc, on a le paradoxe que les Américains acceptent très bien un traitement partiel de 20% des enfants aux États-Unis, mais comme la molécule est générique, les pharmacies ne sont pas passionnés. Alors qu'en Europe, les pharmacies sont intéressés parce qu'il y a une protection pédiatrique, mais les Européens veulent toute la période pédiatrique. Pour l'instant, il n'y a pas seulement une partie, pas seulement 30% des enfants, ils veulent 100%. Enfin, ils veulent un traitement valable au moins pour 51% des enfants, ce qui n'est pas le cas. Donc, on est pris entre les deux. Et pour l'instant, je n'ai pas trouvé la solution. Mais il faut comprendre que c'est compliqué sur le plan éthique, parce que faire des essais plus simples, on a vu ça dans le cas du Covid, avec certains à Marseille qui racontaient n'importe quoi. Donc, il faut une certaine rigueur.
mais peut-être qu'il faut revoir les conditions dans lesquelles ceci est fait parce que c'est pas intelligent d'ignorer 30% de bébés ou d'enfants qui pourraient être atténués par un produit. Ça me semble une erreur sur le plan éthique. Mais bon, voilà où on en est. Alors il y a beaucoup d'études qui sont financées concernant les aspects génétiques dans la recherche génétique sur l'autisme. Donc, vous avez eu l'occasion de critiquer cette orientation. Pouvez-vous préciser pourquoi? Ben, je pense que le problème avec la génétique, c'est qu'ils ont une vision simpliste. Vous avez la gène 42, vous allez avoir la maladie 42. C'est complètement stupide. Parce que je parle de cerveau, attention. Je ne parle pas d'autres organismes. Là, nous avons une petite interruption. Voilà. Bon, vous pouvez y aller. Alors, dans le cas de la génétique, le problème est le suivant, c'est que la génétique a souvent une vision un peu simpliste des choses. Vous avez un gène, une mutation, vous allez avoir une maladie. Et dans le cas du cerveau, je précise, je parle que de cerveau, je ne parle pas de périphérie. Dans le cas du cerveau, la plasticité est telle que c'est un non-sens absolu. Parce que vous pouvez avoir une mutation à un moment donné, et vous pouvez être malade beaucoup plus tard, ou même pas malade du tout. On a des mutations qui ne s'expriment pas du tout. En fait, quand on regarde dans le détail, les maladies qui sont vraiment génétiques, c'est-à-dire qu'il y a 100% de relation entre la mutation et l'expression de la maladie, elles sont assez rares. Des maladies comme le syndrome de Rett ou la dystrophie de Duchenne ou la chorée de Huntington sont des maladies vraiment génétiques. Si vous avez les mutations qu'il faut, vous serez malade quoi que vous fassiez. À un moment donné, entre parenthèses, elles sont quand même très hétérogènes. Même dans la dystrophie de Duchenne, les syndromes peuvent apparaître tôt ou tard, et parfois, dans le cas d'autres maladies, ils peuvent vivre beaucoup plus longtemps que d'autres. Il y a une grande hétérogénéité dans la sévérité. La plupart des autres maladies ne sont pas de ce type. C'est-à-dire qu'il y a des mutations, elles peuvent s'exprimer avec des degrés de sévérité extrêmement différents. Si on prend le cas de l'autisme, là, au jour d'aujourd'hui, il y a plus de 600 mutations liées à l'autisme. La plupart sont très peu pénétrantes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas vraiment de conséquences. Il y a encore des papiers qui viennent sortir de la part de tous les experts de la génétique de l'autisme qui reconnaissent qu'il n'y a pas de gène spécifique de l'autisme, pas du tout. Le titre de l'article, c'est There is no, il n'y a pas de gène spécifique de l'autisme. Et ils viennent encore en plus depuis un autre article dans lequel ils disent qu'ils n'arrivent pas à relier les mutations avec les phénotypes. Et pourquoi? C'est parce que l'environnement joue un rôle important. Je veux dire, vous avez une mutation, si vous avez des parents qui s'occupent de vous bien et qui font tout ce qu'il faut, les conséquences des mutations seront moins sévères que si vous êtes dans des conditions financières difficiles, personne ne s'occupe de vous, avec toute une série de problèmes familiaux, etc. Donc, ignorer le rôle de l'environnement est d'une stupidité absolue. Pour moi, absolue. On ne peut pas séparer dans ces maladies-là gènes d'environnement. Donc, ce que font les gènes, c'est qu'ils vous donnent une espèce de susceptibilité générale qui va ou pas s'exprimer en fonction des conditions de la vie. Ignorer les conditions de la vie ne tire pas la route. Donc, c'est pour ça que je pense que la génétique. Et en plus, dans le cas de maladies nées qui sont nées in utero, la neuroarchéologie explique pourquoi ça ne tire pas la route. C'est parce que la mutation s'est exprimée in utero, elle a impacté certains développements, et c'est cet impact qui est la cause de la maladie, pas la mutation initiale. On peut la traiter, ça ne changera pas grand-chose. D'ailleurs, il n'y a pas un seul traitement basé sur la génétique pour l'autisme. Là, ils sont en train d'essayer, je trouve ça assez marrant, ils sont en train d'essayer le lithium pour traiter les enfants autistes, ce qui me semble absurde. Mais bon, c'est pour dire qu'il n'y a pas de traitement qui résulte directement de l'identification des mutations génétiques dans le domaine de l'autisme. C'est pour cela que je pense que pour comprendre et traiter l'autisme, il faut étudier la maternité, il faut étudier le développement, il faut tenir compte de l'impact de l'environnement sur le développement. Ceci a comme implication, c'est que je ne pense pas qu'on va guérir l'autisme. On va l'atténuer. Pourquoi on ne va pas le guérir? Parce que guérir, pour moi, c'est j'ai mal au crâne, je prends un aspirine, j'ai plus mal au crâne. Dans le cas de l'autisme, ça ne va pas se passer comme ça. L'autisme, la schizophrénie, tout ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que le mal, entre guillemets, a eu lieu in utero déjà. Les neurones qui n'ont pas migré, on ne va pas les refaire migrer. Ce n'est pas possible. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est atténuer le syndrome, le rendre moins dur, ce qui est déjà pas mal pour les parents et pour les enfants. Et si on s'y prend tôt, on peut même arriver à faire en sorte que l'enfant
soit intégré dans le système public. Parce que c'est le but. En fait, le message, il est quoi? Le message essentiel est le suivant. On apprend dans les premières années de vie les choses qui sont cruciales pour la vie en société. L'empathie, la reconnaissance, la compréhension, tout ça s'apprend, le langage. Et ces périodes-là sont extrêmement importantes. Si le gamin, très tôt, on l'aide, il va avoir une empathie, il va avoir tout ce qui permet de calmer. Si on ne l'aide pas, il passe cette période-là, après ça va être très très difficile de le rattraper. Donc, il faut des pédopsies, il faut de la psychiatrie, il faut de la biologie, il faut de la compréhension, il faut y travailler sur la maternité. La génétique ne suffira jamais. Bon, merci, professeur Manary.